Je vous prierai de prendre soin de mon client. L'accusé? Oui, pour la simple... Vous lui laissez honteusement traîner les pieds. Maître, vous n'avez pas la parole encore. Soutenez votre client, monsieur. L'accusé ici présent est aussi coupable d'une déshumanisation de l'habitat, de destruction de terres agricoles et d'expulsion en tout genre sur toute la planète. De plus, ici même en Ariège, il a poussé à la démolition de plusieurs yourtes. Enfin, il se prépare à envoyer devant vous les occupants d'un squat associatif ici même à Foix. Le Capellium, c'est ça? Je ne voulais pas le nommer parce que c'est une plainte plus générale, mais vous avez raison, c'est tout à fait ça. Les pourtours de nos petites villes et gros bourgs se couvrent de lotissements aux constructions uniformes. Les centres-villes se dépeuplent. Logements vides, insalubres, et ceux qui sont réhabilités le sont d'une manière luxueuse, aboutissant à leur inaccessibilité pour les classes populaires et à une gentrification, hein, vous regarderez dans le dictionnaire. Quand ici même à Foix, des jeunes occupent un immeuble vide depuis si longtemps qu'on ne sait même plus quand, ouvrent un café associatif et proposent des activités, ils sont quasiment immédiatement convoqués devant vous. Mais n'osent-ils pas avoir une réflexion et action politique? Des zadistes au cœur de nos villes? Alors un peu de sérieux quand même. Le droit de propriété est inscrit dans notre Constitution. Qu'importe si les habitations sont toutes semblables, n'est-ce pas, préférable à une urbanisation chaotique. Qu'importe si rien n'est prévu pour tous les aspects de la vie sociale, le rond-point d'accès à la voie rapide n'est pas loin, la zone commerciale non plus. Mon client assume et favorise tout ceci dans un souci d'altruisme envers ses semblables. D'ailleurs, n'est-ce pas lui qui prête l'argent pour le crédit à un taux, disons, raisonnable? Ben voyons. Quant à lui, mon client, s'il va se loger ailleurs, dans des résidences grand luxe, c'est qu'il en a les moyens et qu'il en a besoin pour s'isoler de la plèbe. Cessez ces provocations, maître. Donc moi je suis Julien Bayou, un des animateurs du collectif Jeudi Noir. C'est dans la bonne humeur là, allez. Allez rapidement. Application, la loi de réquisition et application, la loi de réquisition et application, la loi de réquisition et application. Solidarité avec les mal logés. On est très déçus et très révoltés qu'un bâtiment reste encore vide. Ça fait 3 ans que cet immeuble est vide. On a des propositions à faire. La réquisition des bâtiments vides, la taxation des logements et des bureaux vacants, la construction de logements sociaux, l'application enfin de la loi DALO, de la loi SRU. Et face à ça, hélas, il n'y a pas grand-chose. On a le film de Marina Squatti qui va être projeté à 21 h ce soir. C'est un film qu'on a sélectionné parce qu'on avait très envie, dans le cadre de notre programmation, de parler de la problématique du logement et du mal-logement. On va avoir plusieurs séances à ce sujet. C'est finalement un des sous-thèmes qu'on aborde presque le plus dans notre... excusez-moi, dans notre thématique. Dans notre thématique. Je vais peut-être laisser Marie, je sais qu'elle n'aime pas trop parler de son film avant le film, mais juste vous donner quelques éléments de contexte. C'est un film qui... j'aime pas du tout le terme suivre, raconte l'histoire d'un collectif de jeunes parisiens, ça se passe à Paris, qui s'appelle Jeudi Noir, dont peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler. Il se trouve que ce collectif, après avoir... ça c'est le film ne dit pas, donc je peux peut-être en parler rapidement. Au départ c'était vraiment, ils sont partis très très light et très soft dans leur militantisme, puisqu'ils ont commencé par vouloir dénoncer les problèmes de prix des
toutes petites surfaces à Paris, qui sont celles qui augmentent le plus rapidement, puisque c'est celles qui ont un turnover le plus fréquent, on ne reste pas très longtemps dans 11 mètres carrés. Et donc ils faisaient des actions extrêmement flexibles, extrêmement ludiques, ils rentraient dans les appartements, ils partaient à 15, visitaient un studio trop cher, avec la presse, ils ont tout de suite été très très malins pour réunir les médias, et donc tout d'un coup ils arrivaient à 15 dans cette surface et ils lançaient des confettis, ils buvaient du champomis, et ça faisait la une des journaux. Et puis petit à petit, comme ça ne bougeait pas, ils se sont radicalisés dans leur militantisme, et ils ont donc décidé de squatter des bâtiments, parce que toujours, bon, c'est très parisien, de squatter des bâtiments, non seulement pour y loger, enfin, premièrement, pour y loger des jeunes qui avaient des véritables problèmes pour se loger à Paris et étudier, ou jeunes travailleurs, et d'autre part aussi comme une plateforme politique pour défendre un certain nombre pour se battre contre une réalité qui est la cherté des logements à Paris, mais aussi la solitude que ça peut entraîner. J'ai vu une affiche, ça veut dire que vous investissez les lieux. Oui, c'est un bâtiment qui était vide, inhabité depuis 46 ans. Oui, 35 que je le vois. Ah bon? En tout cas. Voilà. Vous habitez où? Rue de Turenne. Ah oui, vous êtes à côté. On est entré de manière illégale. Ah oui, très bien. Enfin, sans effraction, mais oui. on est occupant sans droit ni titre. Donc vous êtes squatteur? On est squatteur, tout à fait. Oui. C'est le terme, nous on préfère le terme de réquisition. Mais c'est illégal et légal à la fois, n'est-ce pas? Non, c'est totalement illégal. C'est légitime. Bon, Au départ, j'étais vraiment partie sur travailler sur l'univers du squat, qui m'intéresse énormément parce que c'est quelque chose qui se passe à la marge de la ville, où il y a énormément de choses qui s'inventent, et c'était vraiment ça qui m'intéressait. Le squat, c'est aussi pour moi un univers très cinématographique, c'est des lieux incroyables qui sont en perpétuel mouvement, etc. Donc j'étais partie sur cette idée-là, et puis bon, ça a été un film extrêmement difficile à faire et à faire produire, parce que l'idée c'est vraiment de contester, ou en tout cas de mettre en question l'idée de la propriété privée. Donc là on est aussi sur un truc assez soft, puisque c'est propriété privée versus droit au logement, donc c'est pas une destruction totale de l'idée de la propriété privée, que pour mon sens on devrait aussi questionner, mais c'est au moins dans cette confrontation, qu'est-ce qui est juste. Justement, quand j'ai vu le thème et qu'ils parlaient de Jeudi Noir, moi j'avais eu une seule information au début du mouvement Jeudi Noir, et j'y voyais des jeunes blancs, étudiants, bourgeois, qui cherchaient et qui sablaient le champagne quand ils prenaient un petit appartement pour eux-mêmes et pour y vivre. Donc c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on dirait que ça a bien évolué et qu'ils ont décliné leur action avec une autre réflexion politique. Mais dès le départ, il ne s'agissait pas de rentrer dans un appartement pour y vivre. Hein. C'était dès le départ, les actions, c'était pour dénoncer quelque chose. C'était pas occuper un studio, etc. Quoi. Oui, c'est parisien. Et alors, la réflexion petit bourgeois, vous allez continuer sans doute à me la faire après le film, parce qu'elle a été une grosse critique du film. Ils sont blancs, en effet, et ils sont blancs. Pas plus petit bourgeois que ça, mais blanc, et la plupart éduqués. Alors est-ce que quand on est blanc et éduqué, on n'a pas le droit d'être militant et de squatter? Pour moi, évidemment, oui. C'est-à-dire que la plupart de ces jeunes blancs et éduqués, parfois très éduqués, viennent néanmoins de familles qui ne peuvent pas les aider dans leurs études, qui ont des véritables problèmes de logement. Et la deuxième problématique, c'est que c'est des gens qui sont absolument dans le refus de la plainte. Donc effectivement, et moi comme il n'y a pratiquement pas d'interview, hein, c'est vraiment un film du cinéma du réel, je n'ai pas cherché à les amener là. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit avant. Un point de vue de réalisateur, c'est un point de vue aussi qui peut rentrer en contradiction avec, enfin en tout cas en contestation avec le réel en face de lui. Mais là, je respectais absolument leur désir de ne pas se plaindre. Donc c'est assez difficile de savoir. Enfin, il y en a une jeune femme qui le dit, qu'elle n'aurait absolument pas pu étudier à Paris si elle n'avait pas vécu en squat. Mais sinon, la plupart portent la tête haute, sont bien habillés et ne donnent pas l'impression d'être dans une situation extrêmement difficile. Le fait, Vous verrez Dernier jour à Shibati, qui a fait écho à ton film, je trouve, Marie, parce que Dernier jour à Shibati, on est donc à Chongqing, en Chine. Je ne sais pas si c'est bien ça, mais où on voit donc tout un quartier populaire qui doit être évacué. On envoie un petit peu les gens comme on l'a fait dans les années 60 aussi en France, dans les grandes villes, dans
dans les HLM en banlieue. Et donc voilà, c'est un peu la fin et on voit ces immeubles de bureaux qui envahissent le cœur de cette ville.你找那个是军事秘密，不能找，这是国防，那是路易达。你不吃饭哪里光找啊？吃饭吧，啊？你是光吃饭地方，那边要拆迁了，你光回去的地方，你拿这些卖钱吗？是啊。你吃饭吧。那些拆迁了，你拿出去写个报道，哎，那点中国好穷好穷，那是要拆迁了，啷个好穷嘛？那个不是我回事儿。我跟你说，不要去拿去卖钱哈，这完全过分了。你看这个嘛，他写那些，哎呦，那哎呦，中国好恼火哟，还是解放碑附近还在烧柴，你不要特地去污蔑中国啊！关了，不是我回事，不是的，就是恼火的，打到王八蛋。Et toi, effectivement, tu filmes une autre étape qui est quand des gens veulent aller réinvestir ces quartiers bourgeois. Donc là, le Marais, quand même, à Paris, c'est tout à fait ça. Et pour retrouver leur place dans la ville. Quoi. Merci à toi. Et donc, on te retrouve, c'est à 21h ce soir. Vous savez que dans notre séance d'introduction, on a dit que les femmes, en prévision de la thématique mécanique sexiste, devaient prendre leur place publique dans les assemblées et la parole à haute voix. Donc prenez votre place, mesdemoiselles. On a donc, je reviens en arrière, je disais que dans l'ADN du festival, tout au long de l'année, Raphaël et Marlène, les salariés de festival qui sont dans les salles, à droite à gauche, là, mettent en place des comités, des endroits où on fait des jurys de films et où on discute de cinéma tout au long de l'année, mais où on discute aussi de la société et du monde qui nous entoure par le biais du film. Donc elles le font avec les adolescents, avec les enfants. Elles le font aussi donc à l'accueil de jour, qui est un lieu d'accueil de personnes qui vivent peut-être à la rue ou qui ont des difficultés sociales qui peuvent être passagères, et qui est un lieu donc qui existe à Foix. Donc ce jury de l'accueil de jour a choisi une série de courts-métrages. Ils seront là pour les présenter cet après-midi, et ils ont en particulier choisi un film de Claude Lepape, que ceux qui sont là depuis samedi connaissent, est-ce qu'il y en a, puisqu'elle est aussi, j'ai peur de me tromper, assistante réalisatrice ou co-réalisatrice, scénariste, co-scénariste sur le film Petit Paysan que beaucoup de vous ont vu et ont pu revoir peut-être samedi soir à Foix. Est-ce que là, du coup, tu peux nous parler plutôt de ton court-métrage? C'est mon premier court-métrage parce que j'avais envie de raconter une petite histoire très personnelle sur ma famille, et voilà, et du coup c'est en partie ma famille qui joue dans le film, qui entoure le film, ou les gens qui font du cinéma avec nous depuis longtemps, puisque la plupart des acteurs, à part Jackie Perroyer, sont non professionnels, c'est des électros, des ingénieurs du son, des monteurs son, des gens de ma famille de cinéma pour représenter ma famille, tout. Voilà. Et alors Marlène t'a expliqué un petit peu, tu as vu comment le film avait été sélectionné et j'ai été très touchée que ça soit un public qui l'ait choisi, que ce soit pas forcément un comité professionnel qui l'ait choisi comme les autres festivals, et que ce soit... Enfin, elle m'a dit que c'était un film qui avait touché notamment une personne, vraiment, parce qu'elle s'était reconnue dans la situation. Et ça, moi, ça me touche particulièrement que ça ait pu toucher d'autres gens. Vous savez qu'au Festival Restance, il y a aussi une salle off où il y a des collectifs qui programment. Il y a toute une activité. Là, il y a en moyenne 2 films par jour qui sont programmés dans cette salle off en toute liberté, et qui nous permettent aussi de croiser d'autres réalisateurs. Certains ont présenté des films en in et ensuite sont revenus pour présenter des films en off. Donc je te laisse nous présenter ton film et ton travail. Oui, bonjour, je m'appelle Sarah Myriam Poisson. Du coup, je présente à 14h dans la salle off Indien dans l'âme, qui est mon dernier documentaire.
qui est le 4e film voilà, que j'ai réalisé, écrit. Et voilà, en fait, j'ai terminé début d'année, donc j'ai pas pu l'inscrire, mais voilà, l'occasion s'est présentée. Et c'est en fait un film qui parle de Robert l'Indien qui vit dans un tipi depuis plusieurs années comme un Amérindien, enfin, qui vit comme il l'entend. Et en fait, suite à un accident de travail, les choses se compliquent durant l'hiver, donc ça c'est la deuxième partie du film, mais je ne veux pas trop en dévoiler, voilà. Je suis pas plus sauvage qu'un qui habite dans une maison. Regarde, moi je vis dans un type. Ça fait 9 ans. Par certaines personnes, tu es traité comme un marginal et par d'autres SDF. Et puis, je m'en fous ce qu'ils pensent. C'est ma vie. Quant aux populations marginales qui ont été évoquées, un peu de sérieux, encore une fois, Madame la juge. Va-t-on laisser remettre en cause le droit de propriété dont j'ai parlé précédemment par des individus hirsutes, parfois mal rasés, qui tapent comme des sourds sur des tambours africains et jouent sur des guitares désaccordées? Maître, je vais vous couper la parole si vous continuez comme ça. Nous en avons un exemple ici même, sous ce chapiteau, tous les soirs. Et tout ceci au cœur de nos villes. Pour leurs semblables en milieu rural, peut-on tolérer qu'ils osent marcher pieds nus sur la terre qu'ils appellent sacrée et empiler leurs excréments malodorants dans des toilettes sèches dont nous avons encore une fois un exemple sous les yeux et le nez? Par conséquent, je demande la relaxe. Relaxe immédiatement l'occupant de la yourte et déclare nul et non avenu les poursuites contre le café associatif, les modes de vie et d'action des uns et des autres, relevant de la recherche et mise en pratique du bien commun et de l'intérêt général. Vous accablez mon client, regardez, il s'écroule. Contrairement au lugubre lotissement précédemment cité, dont l'accusé devra assurer la démolition et le remplacement par des habitations dignes de ce nom. Oui, bravo. À 15h, donc on a donc un autre aspect qu'on voulait développer dans la victoire des nantis, parce que là où on voit vraiment le conflit, où d'un seul coup apparaît cette lutte entre la finance, les actionnaires, le patronat et la population, et ben c'est souvent donc lors des luttes sociales. Donc hier vous avez pu voir L'usine de rien, hein, de ce grand film incroyable de portugais. Et avant de parler de Comme des lions, on peut dire un mot de Cheminot, qui est la carte blanche de la CGT qui sera programmée à 15h. Cheminot, c'est le film carte blanche à la CGT. Donc on est très content parce que ce film, effectivement, nous on l'avait pressenti au niveau de notre sélection parce que effectivement, il fait vraiment écho à la situation actuelle avec la lutte des cheminots. Le film de Sébastien Jousse et Luc Joulier, il est de 2010, il a donc 8 ans. Et donc il y a 8 ans déjà, les cheminots, enfin, tous les entretiens qui sont menés avec ces salariés montrent à quel point déjà leurs inquiétudes quant à l'ouverture à la concurrence les préoccupaient. Et en fait, ce film, il nous revient un peu comme un boomerang, comme si c'était un peu chronique d'une privatisation annoncée il y a 10 ans. C'est un très beau film parce que c'est un film, comment dire, c'est une commande en fait du comité d'entreprise des cheminots de Provence-Côte d'Azur qui tous les ans en fait organise une résidence d'artistes. Donc en fait, c'est dans ce cadre-là que les deux cinéastes ont fait leur film. Et c'est très poignant, donc c'est toute une série d'échanges et d'entretiens avec tous ceux qui font qu'un train roule aujourd'hui. Donc tous les corps de métier sont conviés à apporter leur témoignage, des aiguilleurs aux contrôleurs jusqu'aux commerciaux. Et on
se rend compte à quel point les cheminots, c'est vraiment un métier à part. C'est un métier très particulier, c'est une famille qui est à la fois très attachée à cette notion de service public qu'ils défendent aujourd'hui. Donc voilà. Gravolo mécanicien 75 660. C'est toute une chaîne de personnes qui peuvent permettre à un train de rouler. Gravolo, Fosse Gravolo, appelle le mécanicien du 75 660 au panneau 500. Rentrer dans cette société où il fallait tout céder pour que ça marche. Déjà se sentir bien dans son travail, être épanoui, c'est quelque chose d'assez fort, quoi. On fait corps, il y a un problème, tout le monde fait corps. Même si on veut nous isoler, mais c'est dur. Rognac pour le 17 402. Ouais, tu me protèges la ligne? Cette unicité de l'entreprise, elle se perd. Bah, tu m'assures la protection? Le poste Jackie, vous faites quoi derrière là? J'ai même pas fait de faire de règles. Heureusement que t'es là, Jackie, parce que je me sens seul. Faire des trains, ça devient très compliqué. 141, à mon avis, à Nice, il est mort. Je pense qu'on va faire des bus. TGV 5180 qui est en détresse sur la voie F circulation. On se prête pas le matériel, on se le vend, on se le sous. Enfin, ça devient... Un train privé, il arrive à la voile, comme on dit chez nous. Il n'est pas annoncé, c'est des trains fantômes. C'est difficile à croire, mais c'est vrai. On est au minimum pour que les trains roulent. Moi, je pense qu'on a le devoir de se battre là-dessus. J'étais agent de circulation, je deviens une tourne-bouton. Il n'y a pas de correspondance autorisée. Donc on le fait à la sauvage. Un gars qui arrive du TER par exemple et qui est à la bourre et qui doit prendre un train Virgin et qui le rate, comment on va le traiter ce gars-là? C'est difficile de travailler avec la nouvelle méthode. Je voudrais quand même vous redire, soyez optimistes. Ah non, c'est non remboursable. Ah oui, vous n'existez pas à la SNCF. Vous n'existez pas à la SNCF, vous êtes sur IDTGV. Est-ce qu'on prendra encore le train, sachant ce que ça devient, nous les cheminots? Je pense qu'on va donc partir sur une autre lutte sociale. Hein, donc c'est PSA Aulnay. Quand on parle des luttes, il y a une espèce de lourdeur. Faut lutter parce que ça va mal et c'est vachement dur de lutter et on perd à la fin, quoi. Et donc c'est vrai que ça donne pas super envie. Et là, moi je suis allée les voir, ils avaient décidé donc de se mettre en bagarre. C'est la CGT qui a annoncé la fermeture alors que tout le monde disait que non, quoi. Bon, ça revient aussi à ces projections à long terme de la finance, hein. C'est une fermeture financière, hein. Et c'est filmé entre 2012 et 2013, quoi. Toute l'année 2012, toute l'année 2012 et 2013, ouais. Et donc moi je voulais aller les voir et voir ce que c'était que se bagarrer. Et donc c'est vrai que c'est un film c'est vrai que c'est du bonheur, voilà, c'est du bonheur. C'est une usine qui ferme, mais c'est un film de bonheur. Et l'usine elle ferme de toute façon, hein, ça. Mais la question elle n'est pas là. La question elle est de savoir c'est quoi une lutte et c'est quelle force ça génère, quelle démocratie ça génère, quelle transformation ça génère, quoi. Et voilà, le film il raconte ça et donc c'est un élément un peu en miroir de ce qu'on peut faire et de ce que ça apporte. Pas seulement qu'est-ce qu'on gagne, parce que c'est comme si quand on faisait des enfants, on se disait qu'est-ce qu'on gagne, quoi. Non, c'est la lutte, on va se battre et on va créer des objectifs, hein, et puis on va gagner plein de choses, même si on ne gagne pas tout. Et donc c'est tout ça que raconte le film. Et ça le raconte à Aulnay, donc en Seine-Saint-Denis, ça le raconte avec des habitants de la Seine-Saint-Denis, donc essentiellement des immigrés ou des enfants ou des petits-enfants d'immigrés qui deviennent experts en effet et qui font face, quoi, qui sont aussi forts que leur patron ou que leur ministre, qui leur parlent en face quand ils peuvent, parce qu'en effet on ne parle pas en face à un patron puisqu'il n'est jamais là dans une usine, mais en tout cas au ministre oui, et puis aux représentants du patron oui, et en argumentant et en ayant la capacité de le faire parce qu'on l'a construit ensemble. C'est tout ça que raconte le film, donc c'est pas simplement une lutte, et puis c'est aussi une prise de pouvoir, quoi. Alors moi j'en ai marre qu'on soit trimballé de réunion en réunion, de blabla en blabla, donc configuration, pas configuration. Nous, ce qu'on veut, c'est des résultats à la fin. Vous comprenez qu'est-ce qui nous pousse à en arriver là, quand même? Oui. Non, mais si vous voulez, comme directeur général du travail, je suis conscient de l'importance de ce que vous dites. Le ministère du Travail est là pour écouter une délégation. La seule chose que je vous dis, c'est qu'il y a à la fois une question de méthode et une question de fond. C'est le code du travail que vous avez sur là. Est-ce que vous pouvez regarder l'article
L2245. Oui. Non mais bon. L2245, c'est le fait qu'une des deux parties dans un conflit, à tout moment, peut demander à un médiateur. Je voudrais savoir pourquoi vos services, apparemment vous l'avez. J'avais un doute, je ne savais pas si vous l'aviez ou si vous ne l'aviez pas. Là, il est sur la table. Il est épais, hein. Et il est rouge en plus. C'est beau ça. C'est le code du travail. Pourquoi vous avez déchiré la page où il y a marqué, apparemment le ministère du Travail ne connaît pas le L2245. Au-delà de l'usine, puisqu'il n'y a pas tout le monde qui a l'usine, évidemment, c'est de la construction collective. C'est-à-dire ça, c'était leur 3e grève en 5 ans. Et donc il y avait une espèce de savoir-faire sur l'idée que c'est les travailleurs qui construisent leur grève et qui la construisent en discutant. Alors vous allez voir, c'est un des trucs, moi j'étais toute seule, pareil, j'étais toute seule avec la caméra, donc au niveau du son, c'est pas forcément évident. Et c'est vrai que ça fonctionne en comité de grève, sans micro, et ils sont 200, à discuter et à s'écouter, et à construire ensemble leur pensée. Et ça, c'est, alors, en effet, en Seine-Saint-Denis, hein, donc avec des gens de Seine-Saint-Denis, et tout d'un coup, on voit la pensée en mouvement, la pensée individuelle et qui devient collective, quoi. Et dans chaque comité de grève, c'est ça. Et c'est vrai que c'est ça qui fait aussi l'effet film, c'est qu'on suit on est comme eux, et donc on suit les interrogations qu'ils ont et les décisions qu'ils prennent et l'analyse qu'ils ont des décisions d'en face, parce que c'est heure par heure, hein, les décisions d'en face, c'est déjà à PSA en temps normal, sans grève, il y a en gros 4 réunions par jour des encadrants pour discuter de l'ambiance, pas pour discuter de la fabrication, hein, ils sont nuls en fabrication de toute façon, mais pour discuter de l'encadrement, c'est-à-dire qu'est-ce qui se dit dans l'atelier, qu'est-ce qu'on dit dans l'atelier, qu'est-ce qu'on fait dans l'atelier. Ça c'est tous les jours, et alors pendant la grève c'est toutes les heures. Toutes les heures il y a des décisions, des calculs de la direction, des communications de la direction, etc. Et donc comment ces ouvriers, ouais, ils analysent ça, et ils font leur contre... Enfin voilà, c'est la guerre, hein. Donc ils font leur stratégie, leurs décisions, et le film est très construit là-dessus. C'est vraiment un film sur la démocratie et sur l'intelligence. Les salariés de l'usine d'Aulnay viennent de toutes les banlieues populaires de la région parisienne. Il y a aussi des intérimaires exclusivement noirs, vieilles techniques de division au sein des entreprises, et environ 10 000 emplois en sous-traitance. Peut-être qu'on ne dit pas assez sur la grève ou sur la lutte, c'est ça, c'est que c'est les moments de création de l'intelligence collective face à ceux qui construisent le capitalisme. C'est vraiment ce moment-là. Et donc il y a possibilité de le faire si les gens ont de la volonté de le faire, parce que si c'est vrai que si tout est hiérarchisé et que c'est simplement le responsable syndical qui parle, c'est pas possible. Mais si on fait ça, c'est vrai que c'est ces moments-là, et c'est vrai qu'à dans une usine, tout est un peu concentré. Enfin, Macron, c'est le roi des DRH, quoi. Et à PSA, c'est vraiment un système DRH, mais qu'on a vu à Orange, qui est maintenant installé dans le service public, etc., où il y a une individualisation assez incroyable de... par exemple, on ne dit plus jamais ouvrier, on dit collaborateur. On dit, c'est la novlangue, il n'y a pas d'ouvriers dans une usine, il y a des collaborateurs, des opérateurs, etc. Il n'y a absolument pas d'ouvriers. Et eux, ils clament, en grève, on est des ouvriers. L'ouvrier, et il y en a un à qui je demande à un moment, mais il n'y a pas d'interview dans le film, mais moi j'ai fait beaucoup d'interviews, et je lui demande, c'est quoi un ouvrier? Il dit, un ouvrier, je ne sais pas, mais des ouvriers, je sais. Et voilà, et c'est vraiment cette bagarre-là, quoi, et avec des gens qui sont à la chaîne, donc qui
qui sont à la fois très solidaires, parce que l'avantage entre guillemets d'une chaîne et d'une usine, c'est que s'il y en a un qui coule, les autres ils coulent. Donc on ne peut pas ne pas être solidaire, ce qui n'est pas le cas dans les bureaux par exemple. Là, les bureaux ne sont pas mis en grève, mais une chaîne c'est autre chose. Donc il y a ce savoir-faire, on va dire, qu'ils ont dans le travail habituellement, qui peut se faire aussi quand la grève éclate, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a... la grève, c'est le contraire de l'organisation du travail telle qu'elle est organisée. Et c'est vrai aussi que ça permet de penser qu'on peut peut-être avoir un savoir-faire sur l'organisation du travail sans les patrons, quoi. Il n'y a pas forcément besoin de leur contrôle pour décider ensemble de ce qu'on va faire, quoi. Il va nous falloir, cette année, encore nous battre. Nous battre pour défendre notre part de marché. Pour tenir nos objectifs tout en réduisant encore nos coûts et en serrant les budgets, car il nous faut absolument respecter notre impératif de cash. C'est quoi l'argent pour vous? Moi je préfère un CDI. Moi je veux pas d'argent, comme j'ai dit à Julien. Moi je veux un CDI. Dans une grève, ce qui compte, c'est qu'on trouve la solution, qu'on trouve le chemin ensemble. On doit maintenir notre pression à l'usine. L'usine, c'est à nous.